PRD, UP, UPR, dites-nous, Julien Kitty, pour vous, est-ce que la fusion qu'il y a eu entre l'Union progressiste et le PRD consacre la création d'une nouvelle formation politique ou il s'agit d'une alliance de partis politiques déguisés conformément à la charte des partis politiques en vigueur? Ben, je prends le dernier bout dans lequel vous avez chuté. Moi, je ne voudrais pas me permettre sur ce plateau de prêter à des gens, des personnalités, des adultes, des intellectuels, des acteurs politiques majeurs, l'intention de vouloir frauder, l'intention de vouloir jouer avec la charte des partis politiques dont ils ne connaissent que trop bien le contenu. Mais je voudrais rappeler quelles sont les intentions affichées par les deux entités qui sont allées en fusion. Ce qui a été annoncé officiellement, parce qu'il y a une cérémonie officielle où on a écouté des discours. Et moi, comme je n'ai eu de cesse de vous le répéter ici, le discours politique a de la valeur pour moi. Donc, la lisibilité de l'action politique d'un leader, c'est à l'aune de son discours, la cohérence qu'il y a dans son discours et tout. J'ai entendu des gens dire, et notamment Maître Adrien Mbedi, dont je respecte le parcours et l'âge, et Joseph Dioguenou, président de l'UP, dont je respecte les compétences et le parcours, en tout cas par rapport à sa génération. Que cela est dit, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour ne plus nous séparer. Et au moins le minimum que je connais du droit me permet de savoir que les alliances ne sont plus tolérées. Ça veut dire qu'ils sont allés en fusion. Le mot fusion, ils n'ont pas, ils sont deux juristes de haut niveau. Ils l'ont pas utilisé en l'air. J'ai vu d'autres mariages dans ce pays où on a dit c'est pas fusion. Donc, quand ils ont dit fusion, au premier degré, on peut comprendre que quand deux entités vont en fusion, elles deviennent comme une seule entité. Et donc, ce qu'elles étaient avant, séparément, n'existe pas. Je dis au premier degré. Au premier degré parce que lorsque vous rentrez dans les méandres du droit, la réalité, la matérialisation d'une fusion, et là, on est dans le cas, pour ce que j'ai entendu, d'une fusion-création. Deux entités qui disparaissent, qui perdent leur entité pour créer une nouvelle. En d'autres cas, vous avez une fusion-absorption, où vous avez une entité qui garde son identité et qui absorbe l'autre. D'accord? Mais même dans les deux cas, vous avez un processus, c'est un processus pour qu'ils en arrivent à poser tous les actes nécessaires pour que la fusion soit vraiment ce que ça doit être et prendre toute la force qu'il faut. Maintenant, tout dépend de ce qu'ils ont mis dans leur accord. Quand ils mettent dedans qu'ils se sont même donné une durée, un certain nombre d'années, pour que quel que soit ce qui arrive, ils ne se séparent pas. Est-ce qu'ils ont mis, moi j'ai pas lu, est-ce qu'ils ont mis dans l'accord que il y a des cas de déception dans lesquels une partie peut dire, malgré cet engagement-là, je me retire. Julien Kitty, est-ce que pour vous, cette fusion-là consacre un ensemble homogène et la disparition des deux entités? La fusion appelle, parce que ce n'est pas que le droit, c'est aussi le français que nous parlons. Le mot fusion, ça signifie que vous êtes devenus un. Maintenant, en droit, pourquoi, par exemple, il ne faut pas qu'on fasse simplement des jeux de mots. Il faut qu'on aille à la réalité. La réalité, c'est que quand vous dites vous avez fait fusion, si vous faites ça au stade de l'Amitié ou bien au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, si vous ne prenez pas des documents pour venir chez le ministère de l'Intérieur pour lui dire nous avons fait fusion, voici les documents que vous avez demandés, et que le ministère de l'Intérieur vous délivre un document par rapport à ça, c'est comme si vous avez fait juste un meeting. Les documents n'ont pas été faits. Non, les documents pour l'UP le renouveau ont été déposés. Et les démarches qui doivent être menées par l'UP de son côté, le PRD de son côté, je suppose que ceux-là ont mené ces démarches-là aujourd'hui. Je constate simplement que, au-delà de ces engagements-là que Maître Adrien Mbedi a eu à prendre, mais il sort un récépissé définitif pour dire c'est le ministère de l'Intérieur qui m'a délivré ça après la fusion, qui montre que j'existe encore. À ce niveau là, il faut faire le débat entre le récépissé définitif qu'il présente et la décision du ministère de l'Intérieur de délivrer un récépissé définitif à l'UP le renouveau. Qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? Et je pense que si le ministère de l'Intérieur dit j'ai déjà radié ces deux partis anciens là et que le nouveau l'UP le renouveau c'est ça qui existe, il faut s'en tenir à ça. Merci. Après s'ils veulent faire une bataille juridique, ils feront. Allez, M. Chouaye, dites-nous sur quelle base le ministère de l'Intérieur a radié ces deux formations politiques selon vous? Le ministre n'a pas dit. De la liste.
Non, le ministre, le ministre n'a pas encore dit qu'il a radié. Hein. Mais lorsqu'on consulte la liste, on ne voit pas d'existence. Non, le ministre a dit que le PRD n'existe plus en tant que personne morale. Et ce qui est curieux, le ministre n'a pas fait du droit. Il a fait de la... Je sais pas, il a voulu faire parler les muscles, il n'a pas fait parler les tests. Vous ne verrez nulle part dans sa lettre la citation d'une disposition. Il a peut-être mentionné des lois en vertu de telle loi, de ceci, mais il n'a pas sorti de disposition légale en tant que tel pour étayer ses prétentions. Le ministre, il est resté dans le vague, il a dit que le PRD n'existe pas. Et puis, il adresse son courrier à qui? À un militant. Pas même à la structure parti. Ah bon? Non, il a adressé sa lettre à un militant qui est secrétaire général adjoint, qui aurait sorti un communiqué, qu'il a rappelé à l'ordre. Je ne comprends pas. Si un militant a fait des activités, et puis le parti ne dit rien. Hein, le PRD ne dit rien. Le PRD ne dit rien. Est-ce que le ministre n'est pas cohérent dans sa démarche lorsque pour lui, le PRD n'existe plus? Mais quel est son problème dans l'administration des partis? Il est ministre de l'Intérieur. Quel intérêt, lui, là, dans l'existence ou non du PRD? Je veux bien savoir. Il est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il est ministre des partis? Ministre de l'Intérieur. Il est, enfin, je ne sais pas, il est quoi dans les partis pour interpeller des militants? Si le ministre qui gère les partis politiques sont sous sa tutelle. Vous voulez qu'on parle d'un État ou que, bon, on continue à faire de la voyoucratie d'État? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le ministre veut dire, je vais réprimer. En fait, c'est ça. C'est pour dire tout ce qui va être fait par les gens du PRD désormais, je réprime. C'est pour montrer les muscles. Il aurait pu faire parler le droit. Et Maître Adéon Bodji, il a fait parler le droit. Il aurait pu, non mais, allez prendre son document. Vous pouvez, ça vous renvoie à des dispositions de la loi. Le ministre n'a parlé d'aucune disposition. Il a fait parler ses muscles, hein, d'État, de celui qui gère les forces publiques, et que si voilà, il va sévir, si, voilà. Mais il n'a pas parlé, il n'a pas sorti des dispositions. J'ai suivi mon ami tout à l'heure, il ne parle pas de dispositions non plus. Il a parlé de son sens, de son bon sens, de ce qui devrait être. Ben, la légalité. Oui, mais si on ne peut pas faire un débat sur les têtes, pourquoi on va faire un débat? Mais depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore sorti une seule disposition légale. On veut parler, on veut savoir si une fusion, est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, est-ce qu'on devait fusionner, est-ce que c'est un mariage? Non, mais bon, si on fait ça, je crois que ce plateau-là, vous avez fait peut-être 10 heures de temps, on s'en sortirait pas. Par contre, si on prend les dispositions, les tests, hein, le droit, c'est-à-dire, d'abord, qu'on appelle, on se demande même si la charte des partis voulait même de la fusion. Hein? La charte des partis a dit, les partis n'ont qu'à régler les mécanismes de fusion dans leur test interne. C'est ce que la loi même a dit. C'est pas son problème. Et parce que quand on dit fusion, écoutez, si la loi, si l'État béninois voulait, si il y a une commission des lois, il y a un parlement qui voulait vraiment de la fusion, elle allait se pencher de ça comme une matière, sur une matière et détaillée. Prenez par exemple les militants. On a l'impression qu'il suffit de faire fusion pour que tous les militants deviennent automatiquement membres du nouveau parti créé. Ce qui n'a pas été le cas. Tous les membres du PRD n'ont pas suivi le mouvement. Même en cas de dissolution, si vous prenez les thèses du PRD par exemple, en cas de dissolution, on a dit les 3 quarts. Il faut qu'il y ait un congrès extraordinaire où les 3 quarts des congressistes votent la dissolution. Ça dit qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. On peut pas les obliger à aller dans ce sens. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'eux aussi sont automatiquement membres de la nouvelle formation politique? Et puis il y a par exemple le droit patrimonial qui n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur, qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Par exemple, si le parti a un immeuble, on peut aller régler ça comme, je sais pas, c'est du matériel. Hein? On n'est plus, c'est pas des logos, c'est pas des slogans. Hein? Ça, on peut en faire ce qu'on veut. Mais si c'est des gens qui ont cotisé de l'argent pour acheter ces immeubles-là, ces meubles-là ou ces biens-là, comment les liquide? La loi n'a pas parlé de ça. Mais on ne parle pas de tout ça. On dit oui, il y a fusion, il n'y a pas fusion, le ministère a écrit une lettre, Mbodji a écrit une lettre. Bon, ça dit que c'est devenu du théâtre, un film, on ne sait même pas comment ça va finir, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, le gouvernement va sortir les muscles, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus un combat des partis. Le gouvernement va sortir les muscles. Mais c'est le gouvernement qui agit, vous n'avez pas vu? C'est le gouvernement qui agit depuis lors.
l'UP a une direction. Et je crois qu'il y a des mécanismes de, comment l'appelle-t-on, d'animation de leur existence, etc. Mais vous l'avez jamais entendu. Même pas un communiqué de l'UP pour dire. Justement, c'est la question que il y a ça, mais c'est le gouvernement qui fait le combat à la place de l'UP. Justement, Moïse Doussoumo, dites-nous, pourquoi à ce jour nous n'avons pas un communiqué officiel de l'Union progressiste Le Renouveau sur cette actualité majeure quand même? Peut-être que pour ce parti-là, il n'y a pas d'actualité, que c'est les autres qui en font une actualité. Ah bon, vous pensez? La réponse est simple. Le chroniqueur politique partage cette opinion? Parce que je me trompe, je n'ai pas encore vu une volonté manifeste, que ce soit du PRD ou bien de l'UP, qui dit je ne veux plus de la fusion. Je n'ai pas encore vu ça. De manière claire et nette. Les deux partis sont toujours en fusion jusqu'à cette date. Ce qu'on a vu, c'est un courrier d'un chef du parti qui répond au ministre de l'Intérieur parce qu'il s'est adressé à un de ses militants et il a cru bon de le recadrer en des termes juridiques. C'est ce qu'on a vu. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'UP se lever pour dire je ne veux plus du PRD. Je n'ai pas vu le PRD se lever pour dire je ne veux plus de l'UP. Donc la fusion, pour moi, elle est toujours d'actualité. Maintenant, ce que les deux partis ont mis dedans, ça c'est entre les deux. Donc, tant que la fusion, pour moi, n'est pas mise en cause par les intéressés, pour moi, il n'y a pas d'actualité. La vie continue. La vie continue. Mais à partir du moment où Maître Adeline Oumbéji revendique l'existence et l'autonomie du PRD, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette démarche politique? On sait. Ce qu'on peut comprendre, c'est que dès le départ, ça a été fait comme ça. Et je peux même comprendre que même le ministère de l'Intérieur qui régit la vie des partis est dans cette dynamique, puisque même après la fusion proprement dite, le PRD a continué à recevoir son récépissé définitif. Si tant que le récépissé devait être remis en cause, il y aurait un autre acte du même ministère pour dire voilà, je me rétracte, je retire mon récépissé. Ça n'a pas été le cas jusqu'à ce jour. Donc pour moi, je ne vois pas le problème. C'est certainement que, comment dire, dans le processus de fusion, mais dans les documents de fusion, il a été dit expressément que les deux partis conservent toujours leur légitimité, qu'ils existent toujours, et que la fusion c'est juste pour des cas précis, bien c'est juste pour animer la vie politique. Donc je ne vois même pas encore le problème jusqu'à présent. Vous ne voyez pas là où est le problème. Une petite question avant de retourner à Julien Kitty, c'est de savoir, alors pourquoi le ministre de l'Intérieur, à un moment donné, a sorti le PRD de la liste des partis politiques jouissant d'une existence légale? C'est lui qui connaît ses motivations. Moi, j'attendais à lire justement des arguments juridiques que je n'avais pas lu. Donc il connaît ses motivations. En son temps, s'il juge utile de les mettre sur la place publique, il le fera. Si le PRD estime qu'il faille faire une bataille juridique, il le fera également. Donc, pour l'instant, je ne peux pas préjuger des intentions des uns des autres. Mais est-ce que là, Julien Kitty, on ne peut pas se dire que le PRD est prêt si une bataille juridique doit être au regard du courrier que Maître Adeline Oumbéji a adressé et les dispositions qu'il a listées? Non, le PRD n'est pas prêt pour une bataille juridique. Maître Adeline Oumbéji, au-delà du juriste qu'il est, c'est un acteur politique majeur. Et quand j'ai lu son document, je suis convaincu qu'il ne veut pas d'une bataille juridique. Vous êtes convaincu de l'existence du PRD après avoir lu le document? Non, attendez, ce n'est pas la première question que vous aviez posée. Non, je vous en repose. Non, c'est quelqu'un de futé. Il a glissé une phrase. Il a dit qu'il reste disposé à discuter avec le professeur Joseph Diogbenou, président de l'UP Le Renouveau, pour qu'un terrain d'entente soit trouvé. Je pense que c'est une manière pour lui de dire au ministère de l'Intérieur, bon, laisse-nous discuter entre acteurs politiques. Parce que les codes pour régler un conflit qu'on a porté sur un espace public, sur le plan politique, ne sont pas forcément du droit, ne sont pas simplement du purisme juridique. Et je suis étonné de voir jusqu'où Arimi porte la nécessité de parler droit, rien que droit. Non, ce qui se joue là n'est pas que rien que droit. Je pense que Maître Adeline Oumbéji a été obligé de faire ces rappels-là, juridiques, ces références liées aux dispositions des tests fondamentaux du PRD, de quelques dispositions de l'accord signé avec l'UP, et aussi de la charte politique, la charte des partis politiques, et aussi des dates de la chronologie. Et c'est un avocat. Vous voyez, quand vous allez au prétoire, parfois, un procès, ça se gagne sur ce petit détail. La chronologie des faits peut jouer en faveur de quelqu'un. C'est-à-dire que il ne faut pas vouloir que tout le monde fasse le débat, rien qu'en se calquant sur les tests. Et là, même quand on va se calquer sur les tests, moi je veux bien qu'on tranche une question. Autant, on peut dire, mais pourquoi on donne le récépissé définitif au PRD pendant que la fusion est déjà faite? Et dans la logique,
parce que la logique a sa place dans le droit également. Justement. La logique veut qu'après fusion, les deux entités premières n'existent plus. Mais pourquoi le PRD aussi accepte une situation où Maître Adrien Mbedi peut être président du parti, peut continuer à être président du parti PRD et continuer à être militant du parti UP Le Renouveau. Parce que UP Le Renouveau ça a été dit et expliqué que le PRD reste un courant au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Attendez, s'il vous plaît. Et il jouit de son autonomie. Non, s'il vous plaît. Que vous veuillez et donner caution à la posture. Non, c'est pas moi qui donne caution. À la posture que les PRD défendent de votre ami Arimi Choubadé. Moi, ça ne m'empêchera pas. De dire qu'il y a des aspects qui me posent problème. Lesquels? D'accord? Vous voyez, quand vous voyez le document de Maître Adrien Mbedi, à la fin, là où il faut lire, là où c'est écrit ampliation. Il a fait ampliation également au président de l'UP Le Renouveau. Vous savez comment il a présenté? Joseph Djogbenou, président de l'UP, président de l'UP Le Renouveau. La charte des partis politiques en vigueur Bénin autorise-t-elle que la même personne soit président de deux formations politiques. Militant même déjà. C'est interdit. Courant ne suffit pas parti. D'accord? Donc, le Maître Adrien Mbedi lui-même, avec son argument, qui ne manque pas en partie de logique, et le fait de faire référence aux dispositions légales, c'est très intéressant, c'est très important. Je le respecte pour ça, je respecte ses capacités, et ça ne surprend pas, son parcours l'impose. Mais au même moment, qu'on s'interroge également sur des choses qui posent des problèmes aussi bien de droit que de conscience, de morale, à son niveau. Ça veut dire que lui-même aussi se positionne comme militant de l'UP Le Renouveau, ce à quoi il n'a pas encore renoncé. Et pourtant, le droit lui donne la possibilité de démissionner en tant que militant. Et ce qu'on ne dit pas aussi, quand vous faites fusion entre deux formations politiques, les militants avec qui vous venez ensemble, au nom de cette formation politique pour faire fusion avec l'autre, ces militants-là, chacun d'eux acquiert le titre de militant, d'accord, unique du parti politique avec ses droits. Là où on est, par exemple, maintenant là, si l'UP Le Renouveau ou bien le ministère de l'Intérieur réussissent à démontrer que le PRD ne peut plus se retirer, la possibilité est donnée à chaque militant originel du PRD qui est allé à l'UP Le Renouveau de dire « moi je démissionne ». Pourquoi il ne démissionne pas pour se revoir après? Pourquoi Maître Adrien Mbedi n'a qu'à répondre également? Ou si Arimi est dans le secret des dieux, qu'il puisse nous dire est-ce que oui ou non, je suis heureux de dévoiler sur ce plateau également que Arimi lui-même aussi est juriste de formation. Est-ce que c'est normal qu'un bon juriste comme ça accepte dès le départ que lui, il viole violemment la charte des partis politiques, comme le dirait Todinou, en acceptant le titre aussi bien de militant de l'UP Le Renouveau que de président du PRD, qu'il dit exister encore. Arimi Choubadé. Quoi? Non mais si on fait l'effort de s'écouter, on va s'éviter certaines questions. Bon, je vais non, moi je veux me faire enseigner le droit. Je vais peut-être un petit juriste de haut niveau, mais dites-moi. La charte des partis que notre prestigieux Parlement a voté, un Parlement qui consomme 30 milliards de nos francs par an, soit dit en passant, nous a produit un test. 30 milliards. Oui. Allez voir son budget 2025 annuel. Alors, nous prenons une loi comme ça et que nous soyons assis là à dire comment on va faire. Après, parce qu'on leur a dit de se payer les meilleurs spécialistes possibles. Mais ils ont préféré faire ce qu'ils ont voulu faire. La Chambre des partis n'a jamais voulu de la fusion. N'a jamais parlé de fusion. En fait, il n'a pas réglementé. Je vous ai dit tout à l'heure que si on devait réglementer la fusion, on devait me dire, après la fusion, que deviennent les militants. J'avais dit ça ici. La preuve est que tous les militants du PRD ne peuvent pas suivre l'UPR. Enfin, ne sont pas UPR aujourd'hui. Certains sont allés à PR, certains sont même allés à LD. Alors, est-ce que le fait d'avoir été PRD une fois, vous faites automatiquement militant du... Les militants de l'UPR sont devenus militants comment? Mais c'est pas la question que moi je me pose. Non, je vous ai déjà dit qu'on n'a jamais dit le sort des militants. Aucun texte ne dit le sort qui est réservé aux militants. On dit vous fusionnez. Mais on ne dit pas ce qu'on a fusionné. Oui, on fusionne.
Maître Adrien Mbédia a dit je viens avec tous mes militants. Maintenant, les militants qui ne viennent pas, c'est leur droit. Vous voulez qu'on parle de droit ou bien qu'on parle de ce que Maître Adrien Mbédia a dit? Moi, j'ai posé des questions de droit, mais vous n'avez pas donné réponse à cela. Non, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que la loi n'a rien dit. Parler d'autre chose. Non. Je vous ai dit que la loi n'a jamais parlé de la fusion. La loi dit chaque parti n'a qu'à organiser les mécanismes de fusion. Mais lorsque la loi dit... Ensuite, la loi ne dit pas ce qu'on fait des militants après la fusion. Alors, lorsque la loi dit que chaque parti politique a qu'à organiser le mécanisme de fusion à son niveau, et que le PRD, lui, à son niveau, a parlé des mécanismes de fusion où il dit le PRD, dans une fusion, garde son autonomie, ne disparaît pas, et que l'UP a accepté fusionner avec le PRD ainsi, et que le lendemain de la fusion, le PRD reçoit son récépissé définitif. Qu'est-ce qu'on est juridiquement capable d'affirmer? L'affaire de récépissé, je vais vous expliquer. Le PRD a obtenu son récépissé provisoire en 2019. Posez-vous la question de savoir pourquoi c'est quelques jours après... la fusion? Ce que vous appelez la fusion, c'était quoi? C'est un meeting. C'est pas un congrès. Si c'est un congrès, qu'on sorte le PV du congrès, comment Diogono en est devenu président? Ça veut dire qu'on a fait une élection, on a sorti des tests, congrès constitutif. C'est pas ça. L'ordre du jour, tout ça. On convoque un congrès. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez fusion. Est-ce que la réunion qu'ils ont organisée pour délivrer chacun un discours pour dire, bon, on va à la fusion. Vous rencontrez une femme, vous dites, on va se marier. Vous ne devrez pas marier une femme. Vous continuez le processus. Est-ce qu'il n'y a pas eu de congrès consacrant la fusion? Ah, mais je ne sais pas s'il y en a eu. Si vous le dites ici qu'un jour, ils ont tenu un congrès où il y a eu un ordre du jour, on a élu les membres du bureau, on a sorti les tests du parti, et puis désormais c'est un parti. Je parlais du récépissé. Ils ont eu leur récépissé, comment on l'appelait, provisoire en 2019. Et il a fallu cette réunion de fusion-là pour que le gouvernement accepte de délivrer le récépissé définitif. Pourquoi? Parce que si le PRD n'a pas existé, il ne peut pas fusionner. Et c'est pour ça que le gouvernement achève l'existence légale du PRD en lui délivrant le récépissé définitif, espérant que le processus allait continuer. Mais après ça, rien n'a... En 2020, ils étaient allés aux élections avec... Tout à fait. Mais en 2019, déjà, ils étaient aux élections. Sauf que, bon, la Sénat a dit qu'il y a eu faute mineure, faute majeure, je ne sais plus quoi, pour les sorties des élections. Mais ils sont déjà présentés avec leur récépissé provisoire. En 2019, déjà. Donc, on peut compléter le récépissé provisoire. Mais oui. C'est ce qui a été fait. Et ils ont attendu d'abord que les négociations évoluent pour la fusion. Parce que si le PRD n'a pas une existence achevée, ne peut pas aller à la fusion. Et donc, on lui a délivré finalement le récépissé définitif après qu'ils aient fait leur show de fusion. Parce que c'était une... Mais je vais me retourner vers Maurice Dossoumo, que je vais lui poser aussi la même question. J'ai une question embarrassante. Est-ce qu'on est tenté d'affirmer, au regard de votre démonstration actuelle, que l'Union progressiste de renouveau est illégale, puisque vous dites qu'il n'y a pas de congrès consacrant la fusion? Non, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, si vous en avez connaissance, vous nous sortez ça. Moi, je ne suis pas... J'ai même lu dans une décision de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle disait qu'il y a eu, après la fusion intervenue, telle date, comme si la Cour était invitée à ce meeting-là. La Cour n'a pas visé un acte, n'a pas dit, considérant le PV du congrès de fusion de telle date, la Cour n'a pas dit ça. La Cour a dit, considérant que le PRD, l'UP sont allés, non, attendez, et puis, dans les tests du PRD, on a dit à chaque parti d'organiser la fusion, il y a la dissolution. La dissolution est prévue dans les tests du PRD à un congrès extraordinaire et que le vote de participation, qu'il y ait trois quarts des participants qui acceptent la fusion, la dissolution du parti. En ce moment-là, le PRD n'existe plus. Mais je ne sais pas si, comment on appelle-t-on, le ministre peut sortir le PV du congrès extraordinaire de dissolution du PRD qui lui permet de radier le PRD si éventuellement il avait vraiment radié. Ah, donc, si on ne parle pas de cette thèse-là et qu'on doit dire le bon sens dit, Humbedia dit, Benoît dit, on est obligé de les amener sur le plateau aussi pour qu'ils viennent. Non, pas nécessairement. Si vous aidez à la compréhension, on va les éviter. C'est la même question de savoir, lorsque Arimi Choumane fait constater qu'il n'y a pas eu de congrès consacrant la fusion entre l'Union progressiste et le Parti de renouveau démocratique PRD, est-ce qu'on est tenté de dire que l'Union progressiste de renouveau est illégale?
Avant même d'aller même à ce fameux meeting, il aurait fallu d'abord préalable que le PRD fasse son congrès de dissolution et que l'UP de son côté fasse le même exercice et qu'après les deux se rejoignent pour former une nouvelle entité. Est-ce qu'ils doivent faire le congrès de dissolution avant la fusion ou après la fusion, selon vous? Quel que soit l'ordre, ça va se faire quand même. Mais je ne crois pas avoir vu ça, à moins que ça soit passé inaperçu. Et même si ça s'est passé, les documents qui attestent, comme les PV et tout le reste, je ne pense pas avoir vu ça. Donc je pense que c'est des éléments qu'il faut exhiber aujourd'hui, si ça existe, pour faire tel ce débat, qui pour moi n'en est pas un, à proprement parler. Oui, parce que comme je le dis toujours, aucun des deux partis n'a dit je ne veux plus fusionner avec l'autre. Je n'ai pas encore vu ça officiellement. Oui, je trouve que c'était estime que la fusion en question consacre la dissolution des deux entités. Parce que pour certains, lorsque les deux entités fusionnent, elles ne peuvent plus se retrouver en entité pour aller se dissoudre. Et si elles ont été dissoutes préalablement, elles ne peuvent plus se reconstituer pour venir fusionner. Vous savez, si on doit régler des questions politiques, des questions juridiques, des questions de société, par les raisonnements des uns des autres, on ne s'en sortirait pas. Oui, si je tape sur les questions si on doit sur la notion de droit, sur la notion de droit, les opinions, on ne s'en sortirait pas. Ce sur quoi on se tape là, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que ce que la loi dit a été respecté? Est-ce que ça a été validé? Je pense que c'est dans la question. Si on a suivi ce processus jusqu'à terme, je ne pense pas qu'on serait encore là à spéculer sur la question. Donc je reviens encore à mon opinion initiale. Pour moi, il n'y a pas de débat parce qu'aucun des deux n'a dit je ne veux plus de toi. Oui, il n'y a pas de débat, aucun des deux n'a dit je ne veux plus de toi, mais les Béninois s'interrogent, je veux savoir si l'Union progressive de renouveau est une alliance politique, j'allais dire, montée de toutes pièces. Que les Béninois s'adressent aux deux entités qui existent. Merci d'esquiver intelligemment Julien Kitty. Oui, ça dit que ce qui a été fait et qu'on appelle fusion, en réalité, c'est les tests du PRD, je crois, de l'UP aussi. Enfin, si je prends les tests du PRD, et la question que le président du parti aille signer un accord, un protocole d'accord, c'est-à-dire avant la fusion. Avant la fusion, le Conseil national du parti autorise le président à aller signer un protocole d'accord et à concéder des prérogatives du parti. Et c'est maintenant sur cette base qu'ils reviennent en congrès pour poser la question de la dissolution ou de continuer le processus. Donc c'est cette étape-là qui a été, c'est la signature, tout le monde a assisté à la signature. C'est une étape de la fusion. Et le gouvernement s'est précipité de délivrer le récépissé définitif du PRD pour qu'il puisse exister. C'est comme si vous voulez aller marier, vous n'avez pas de date de naissance et on vous délivre une date de naissance pour vous permettre d'aller faire les formalités. C'est ce qui s'est passé. Mais après... Les formalités n'ont pas été abouties. Après, on n'a pas eu d'autres étapes. S'il y a eu d'autres étapes, je crois que c'est sur pièce que les institutions devaient tabler. Le ministère ne peut pas dire, bon, je suis le patron des partis, j'interpelle un militant comme je veux, parce que c'est une mise en garde. C'est pour dire si quelqu'un utilise encore les attributs du PRD, il va s'exposer à la rigueur de la loi. C'est ce qu'il a écrit dans son texte. Il y a une disposition. C'est ce qu'il a écrit dans son texte. Il y a une disposition qui oui, non, c'est ce que le ministre a écrit dans son texte, dans sa lettre de rappel. Mais il y a une disposition également qui dit au ministre d'aller surveiller les emblèmes des anciens partis de feu. Non, pas cela. Mais lorsqu'un parti a fusionné et qu'il continue de revendiquer son existence, il y a une disposition qui le dit. Mais on va y revenir tout à l'heure. Julien Kitty, vous voyez sourire tout à l'heure lorsque Arimé opinait. Vous avez envie de réagir? Oui, j'ai envie de dire que, bon, je ne lui connaissais pas aussi ces qualités-là de pouvoir jouer à l'esprit avec les gens. Ali Mouchoubale me refuse ou bien me reproche de ne pas m'enfermer dans les tests et de constater que il y a eu des failles, donc il n'est pas question d'accuser quelqu'un, c'est ce que je comprends de son presque réquisitoire. Il n'a jamais dit ça. Non, mais vous dites que on est là, dit que la logique a dit, on ne peut pas faire ce débat. Finalement, vous n'écoutez pas les autres. Non, pas du tout. Je vous écoute. Vous avez transformé, vous avez un transformateur qui... Non, je ne comprends pas. S'il veut restituer ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Oui, mais s'il veut... J'ai le droit... compter sur son transformateur pour attribuer des propos. Là, il y a un problème. Le débat, c'est les propos que nous avons tenus depuis que nous sommes assis ici, peuvent être réécoutés. Vous avez répété à foison. Les tests existent.
quand vous avez fait référence à la lettre du ministre de l'Intérieur, ce que vous avez reproché à ça, c'est que le ministre a brandi des muscles, il n'a pas parlé des tests. Je suis intervenu, vous avez dit, bon, nous parlons logique, ce que chacun pense, Mbéli a dit, Joseph Diogono a dit, et qu'on ne se réfère pas aux tests pour dire, mais est-ce que tous les tests ont été respectés? Je suis tout autant légaliste que vous. Moi, dans mes raisonnements, les premières questions que je me pose quand quelqu'un pose un acte et ça fait polémique, la question bête que je me pose d'abord, est-ce qu'il est en droit de le faire? Est-ce que ce qu'il fait respecte les tests? C'est la question que je me pose d'abord. Je ne fais que dire ça. Maintenant, les autres éléments qu'on apporte au débat, je constate que vous demandez à ce que non, on ne s'en occupe pas et qu'on se contente de regarder les tests. C'est ce que j'ai. Attendez, j'ai le droit de restituer ce que j'ai compris. Vous avez dit. Et vous avez vos arguments, laissez les miens. Non, mais on est dans un débat contradictoire. Non, moi je ne suis pas venu à un contradictoire. Non. Moi, on est dans un débat. À partir du moment où votre position, c'est ce que vous représentez, le ministre ou le PRD, moi je ne suis pas là. Non, moi je suis dans un débat contradictoire. Permettez-moi. Nous sommes en train de faire une lecture d'une situation. Oui, c'est pas un débat contradictoire. Maintenant, moi aussi. Vous défendez une position? Non, attendez. Moi je ne défends pas une position. Attendez, ça c'est votre option. Moi je vais vous dire ce pourquoi moi je suis venu ici. Je vais vous le dire. Je vous fais l'amitié de vous le dire. Je ne suis pas non plus venu ici. Nous avons tous... non, si c'est contradictoire, vous rappelez la position que vous défendez. Non, mais laissez-moi parler. J'ai dit, je vais vous rappeler quelle est ma posture ici. Mais je ne suis pas contradictoire. Donc calmez-vous. Pourquoi je ne suis pas contradictoire? Vous avez compris. Non, je ne suis pas... Il fait son élément et il laisse à limite. C'est plus simple. Vous craignez que je m'exprime? Faites votre argumentaire. Laissez Arimi Joumbali. Vous craignez que je m'exprime? Craignez à quoi? Puisque vous m'empêchez de... Je vous promets même de vous dire... Ce que je suis venu faire, si vous m'attribuez quelque chose qui n'est pas vrai, je vous arrête tout de suite. Oui. Allez-y. Mais si vous m'attribuez quelque chose qui ne me ressemble pas, je vous arrête. C'est tout. Non. C'est tout simplement, moi je suis pas venu à contradictoire. Allez-y. Attendez. Moi je suis pas venu à contradictoire avec vous. Très bien. Moi je veux bien avoir vos argumentaires. Est-ce que vous constatez que alors qu'il a dit que j'ai déjà entendu, je suis pas sûr. Ah non, je suis pas sûr. Et le français facile pour vous parler, je le comprends. Je suis pas sûr que vous allez comprendre. Bon, ok. Maintenant, c'est en parler au Il a compris. Il a compris. On n'est pas un débat contradictoire. Il doit oublier Arimi Joumbali. Allez-y. Alors, je vous reproche, vous aussi, d'avoir la faiblesse de penser qu'il est en droit d'intimer à quelqu'un sur le plateau le droit dessous de l'oublier. Moi, je ne suis pas venu non plus à une table ronde où il est interdit qu'on se contredise. D'accord? C'est-à-dire qu'on se complète, chacun explique ce qu'il est venu dire, et après vous mettez ça bout à bout pour dire on a fait une émission. Non. Il y a des choses sur lesquelles on peut se compléter parce qu'on se rebondit. Il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas avoir le même point de vue. Ça prend pas de m'attribuer ce que je n'ai pas dit. Maintenant, je reste. Surtout que je suis là. Maintenant, je reste. Je suis là. Si ce que j'ai dit, que j'ai compris de ce que vous avez dit là. Alors, si ce n'est pas ça, mais j'ai le droit aussi de mentir sur moi. Non, j'ai le droit aussi de ne pas bien comprendre. Soit c'est vous qui vous êtes mal exprimé ou c'est moi qui ai mal compris. Je mais là, ça vous empêche de parler. Vous rectifiez en même temps. Non, vous n'avez pas rectifié. Arimi Joumbali, merci. Non, vous n'avez pas rectifié. Non, je suis désolé. Je suis désolé de constater que parce que j'ai posé des questions. Auquel non, mais écoutez, dans un débat, quand vous dites il faut pas sortir du droit, au même moment, vous, quand vous voulez parler, vous convoquez d'autres éléments qui ne relèvent pas du droit. Lesquels? Vous cherchez à faire... Lesquels? Est-ce que vous avez été capable de dire si la salle des partis politiques n'a pas parlé du sort des militants, n'a pas réglé la question de fusion, vous avez été capable de dire ce que la charte a prévu par rapport à l'appartenance à deux formations politiques? Non, mais... Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour défendre le PRD ou défendre le ministère. Non, ma préoccupation. Ma préoccupation. Allez-y. Et votre posture devait vous permettre d'aller jusqu'à ce niveau également. Quel niveau? Est-ce que, par exemple, quand on lit le document de Maître Adrien Mbedi, quand on prend tous les éléments que les uns et les autres ont apportés à ce débat, est-ce qu'on ne peut pas conclure également que s'il y a une faille, ça veut dire qu'on est allé jusqu'à être en face d'une situation où le ministère de l'Intérieur dit UP Le Renouveau a fait les formalités pour être enregistré. Donc, UP Le Renouveau est un parti politique. Maître Adrien Mbedi sort un récépissé définitif pour dire
PRD existe. L'UP n'a pas encore parlé. Peut-être que l'UP sortira aussi son récépissé définitif. Mais j'ai lu sur le document de Maître Adrien Mbedi qu'il a présenté Maître Diogbenou comme président de l'UP et président de l'UP Le Renouveau. Je constate que ça n'a plus besoin d'investigation pour savoir que Maître Adrien Mbedi est président du PRD et membre de l'UP Le Renouveau. Et je voudrais bien que, dans ce que vous appelez, même si ce n'est pas contradictoire, dans notre discussion, et pour le juriste que vous êtes, et pour votre attachement presque fétichiste au test, que vous nous aidiez au moins pour qu'on sache, est-ce que ça aussi, c'est pas illégal? Est-ce que Maître Adrien Mbedi aussi, et les autres aussi, n'ont pas travaillé à tous s'installer dans une illégalité ou dans des faits? Vous n'avez pas abordé ça jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est votre droit de ne pas l'aborder. Moi, je peux trouver que c'est malin. Ma première prise de parole, j'avais déjà réglé ce problème-là. Dans ma première prise de parole, j'ai dit... Bon, moi, je ne comprends pas vite les choses. Expliquez-moi. Non, c'est pas fait de comprendre. Je vais dit que me répéter que la loi n'a pas prévu le sort des militants. Alors, dans la loi, il y a vide au niveau de... Est-ce qu'on ne doit pas appartenir à deux partis politiques? Je ne pense pas. Je dis, la loi dit qu'il ne faut pas appartenir à deux partis politiques. Ok? Oui. Mais la loi... Mais je constate que... Attendez. Maître Adrien Mbedi appartient à deux partis politiques. Oui, si vous voulez. Il peut même appartenir à trois. Ça, c'est son problème. C'est pas le mien. Je vous dis que... dans un débat, vous n'êtes pas capable de constater intellectuellement que c'est illégal. Laissez-moi, c'est pas moi. Je suis un tribunal. Pourquoi mon jugement vous intéresse? Je ne vous comprends pas. Je vous dis que la loi n'a pas dit... Parce que vous portez des jugements sur les actes des autres. De qui? Bon, ok. Bah, je dis que... Alors, on va... Attendez. Je me répète pour dire que... D'abord, que la loi n'a pas parlé de la fusion. La loi a dit chaque parti n'a qu'à régler son mécanisme de fusion. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Deuxièmement, j'ai dit que dans la fusion, on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout pour dire que automatiquement tous les membres des anciens partis deviennent membres de la nouvelle formation. Et que dans les faits d'aujourd'hui, on a constaté que tous les PRD ne se reconnaissent pas dans l'UPR. Certains sont dans BR. Non, le premier qui est devenu UPR, c'est Adrien Mbedi. Lui au moins c'est vrai, lui au moins il est devenu UPR. Moi je suis pas représentant d'Adrien Mbedi. C'est pour ça que vous avez dit qu'on va les inviter. Et chacun va vous répondre sur ses faits. Donc vous ne pouvez pas nous attaquer sur les faits d'Adrien Mbedi. On parle de la loi. Et vous nous ramenez à Adrien Mbedi. Vous qui êtes attaché à la loi, il y a un article, l'article 50 de la charte des partis politiques qui dit est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une peine d'amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Vous nous ramenez à quel niveau du débat? Parce qu'il n'y a pas eu de dissolution. Il n'y a pas eu de dissolution. On vous a dit que pour qu'il y ait dissolution, dans le cas du PRD, c'est que un congrès extraordinaire, 3/4 des membres... Mais est-ce que les tests de ces formations politiques sont déçus des lois de la République? Mais c'est la loi. Vous avez posé cette question-là déjà plus de 20 fois sur votre plateau. Moi, je suis vos émissions. Et chaque fois, les gens vous ont répondu. Attendez, chaque fois et vous aussi, vous l'avez dit ici. Chaque fois, non, pas moi. Moi, j'ai pas. Vous avez répondu à ça tout à l'heure. Et chaque fois, les gens vous ont répondu que c'est la loi qui a demandé aux tests internes des partis de régler cette matière-là. C'est la loi même qui leur a donné la prérogative de régler cette matière. On ne peut plus dire en même temps que... mais est-ce que la loi a une autre disposition pour régler la fusion? Et je vous ai dit, si le moment doit régler la fusion, on doit dire le sort réservé aux militants. J'ai dit, on doit dire même également le sort réservé au patrimoine. Je n'ai pas dit tout ça là ici. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fusionne? On fusionne quoi finalement? Les sigles, les logos, les militants ou bien les immeubles? Je veux vous comprendre. C'est la loi qui allait déjà détailler tout ça. Mais la loi, c'est la loi qui est bien sur ça. C'est pour ça qu'on est là à discourir du matin au soir. Moïse Dosunmu, un commentaire sur ce dont on parle avant de passer au sujet suivant. Vous êtes resté là en tant qu'observateur. Vous avez parlé très peu. J'estime qu'il n'y a pas de débat. Vous avez parlé très peu. J'estime qu'il n'y a pas de débat. Que la fusion est ce qu'elle est et que les deux veulent toujours continuer à rester ensemble. Les deux veulent toujours continuer à rester ensemble. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne vois pas où est le débat. Il n'y a pas de débat pour vous. Merci à vous, Moïse Dosunmu, Julien Kiti, merci également pour vos opinions. Merci à Arimi Choubadé également pour ses opinions sur
ce premier sujet-là. Ça me permet de passer au sujet suivant avec JLK, s'il le permet bien évidemment. Julien Kitty, les parlementaires de l'opposition qui comptent dépoussiérer cette proposition de loi d'amnistie au profit de Joël Frédéric Aïvo, de Ricky Amadougou et autres personnalités politiques. Est-ce que ce dossier-là qui refait surface aujourd'hui, au regard des enjeux politiques du moment, est-ce qu'il y a des chances que le projet prospère? Non, je pense que, une fois encore, c'est légitime de la part de ceux que ça préoccupe au plus haut point de qu'une telle loi soit dépoussiérée, une telle proposition de loi soit dépoussiérée pour que cela aboutisse. Ça, c'est l'objectif, c'est à la libération de ces personnalités majeures dont vous avez parlé. Vous avez dit notamment Ricky Amadougou et Joël Aïvo. Pourquoi pas peut-être d'autres qui vont s'y ajouter. Mais ce qui me paraît bizarre, sans remettre en cause la légitimité de la démarche, pourquoi la loi devrait déjà, cette proposition de loi devrait déjà ranger au placard pour prendre une tonne de poussière pour qu'on veuille la dépoussiérer aujourd'hui? Entre-temps, est-ce que les opposants, les leaders opposants ont eu d'autres préoccupations que de continuer à faire choses? Parce que dans le discours, j'ai continué à entendre il faut libérer les prisonniers politiques. Déjà que avec cette expression, les différentes parties ne se comprennent pas parce que ceux qui sont opposés à ces opposants ne parlent pas, eux, de prisonniers politiques. L'appareil judiciaire ne reconnaît pas ce terme-là. L'appareil judiciaire estime qu'il y a eu des gens, des citoyens béninois, fut-il des acteurs politiques, qui ont été convaincus, en tout cas selon la justice, de faire répréhensible au regard de la loi et qui ont été condamnés à des peines. Et je crois que les voies de recours ont été exercées. En tout cas, même quand vous n'allez pas, vous n'interjettez pas appel, c'est votre choix. C'est aussi une manière d'exercer une voie de recours. Mais pourquoi, qu'est-ce qui avait cloché avant? Je pense que les opposants n'étaient pas montés au créneau pour nous dire concrètement dans leur diplomatie parlementaire qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Parce que pour faire voter une telle loi, justement, ils ne peuvent pas se contenter de 28 députés du Parti Les Démocrates. Ça se passe à l'Assemblée nationale. On n'y ajoute pas des maires. On n'y ajoute pas, c'est pas des pétitions de citoyens qui font ça. Mais au-delà de cet étonnement, cette interrogation qui m'amène à dire, bon, les acteurs politiques, parfois, ils se comportent comme si, bon, c'est selon comment ils sont réveillés, là, ils se disent, si on réveille ceci, ça va... Alors que c'était une action concrète qui était engagée. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que ce soit pour des faits de droit commun ou du relevant du criminel et tout, je vous jure, si vous avez un seul parent qui est en prison pour 24 heures, ce que ça représente, c'est énorme. C'est énorme. Donc, si les mécanismes, puisque c'est la loi qui prévoit, donc il y a une loi comme ça d'amnistie, si ça prospère, si entre-temps, peut-être que les lignes ont bougé et que les députés de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition, parce que tous sont des parents parmi ces personnes qui sont là-bas, s'ils ont pu aplanir ce qui était relevé de leur divergence et que ça peut être dépoussiéré, maintenant c'est bon. Mais si ça doit être dépoussiéré juste comme une arme pour faire encore le débat d'avant-élection, pour trouver des choses, pour faire la politique vous et là, franchement, ça va être déplorable. Parce que ceux qui sont en prison et qui souffrent et dont les parents souffrent n'ont pas besoin qu'on fasse qu'on les utilise simplement. Mais je pense que ceux qui dirigent l'opposition, les leaders, sont des gens suffisamment responsables aussi. Ils savent pourquoi ils ressortent ça. Et c'est tellement qu'ils ont discuté en coulisses avec leurs partenaires politiques qui doivent aider à ce que... Justement, et j'allais poser la question à Rémi Choubadé, est-ce qu'on peut être tenté de croire que si l'opposition reparle de cette proposition de loi d'amnistie, c'est que entre-temps, des lignes ont bougé dans l'ombre des politiques? Non, c'est parce que les lignes n'ont pas bougé qui parlent de poussière. Moi, je vais revenir encore une fois au test. Hein? Vous vous souvenez, en 2019, il y a eu des troubles. En quelques mois, on a voté en urgence une loi d'amnistie pour protéger ceux qui seraient mêlés
entre autres à la tuerie. Oui, il y a la tuerie à Kadjo. Oui, on les a amnistiés, ceux qui pourraient être en quelques mois. Ici, les mises en cause sont en prison depuis bientôt 5 ans. La loi d'amnistie, enfin, la proposition de loi est déposée depuis plus d'1 an. C'est normal que les auteurs demandent ce qu'on en fait. On peut appeler la loi, on peut même dire à la commission, dire, bon, écoutez, on ne trouve pas cette loi-là pertinente. Mais si la majorité, le pouvoir, la majorité, ils peuvent, enfin, ce qui dit le Parlement, la majorité, dans toutes les structures, ils peuvent appeler le test et dire, nous ne trouvons pas de pertinence, on rejette. Ou laisser le test venir en plénière et voter le rejet. Je crois que c'est ce qui pourrait régler le problème. Mais on ne peut pas, des parlementaires ne peuvent pas déposer des propositions et qu'on dépose dans la poussière. Je crois que c'est ce que moi j'ai compris. Hein. Ce n'est pas une histoire de est-ce qu'ils ont négocié, est-ce qu'ils n'ont pas négocié. C'est sûr que s'ils avaient négocié, ils n'allaient pas, parce que ça c'est pour prendre l'opinion publique à témoin. Hein. Si le député parle tel qu'il a parlé, c'est beaucoup plus adressé à l'opinion publique. Il peut, si c'était pour parler au président de l'Assemblée nationale, en tant que président du groupe parlementaire, je crois qu'il siège à la conférence des présidents. Il peut interpeller le président ou la conférence des présidents lors de la réunion, même s'il est minoritaire, pour dire, écoutez, nous avons un test en souffrance, est-ce qu'enfin il ne serait pas bon de l'appeler pour savoir le sort qu'il faut lui réserver, hein? Mais c'est parce que justement, en coulisses, ça ne passe pas, qu'il est venu saisir la tribune des débats pour dire, il faut dépoussiérer. Dépoussiérer, ça veut dire appeler la question, pour qu'on sache de quoi il en est. Si, mais celui qui parle, il sait très bien qu'il n'a pas la majorité, et que ça dépend des vis-à-vis, que ce test soit adopté ou non. Hein? Donc là, c'est que, voilà, c'est pour montrer qu'il y a un passe, et que bon, personne n'en parle. En coulisses, ça ne passe pas. L'institution elle-même ne fait pas de diligence pour appeler cette loi, pour que ça évolue. Je vous dis que déjà en commission, on peut la rejeter, cette proposition. Et ils ont la majorité pour le faire. Et pourquoi? Mais ils ne le font pas. Ils peuvent laisser passer le test et venir en plénière et dire non, on vote, et puis tout le monde rejette. Enfin, la majorité rejette. Et en ce moment-là, on sait que bon, voilà le sort. S'il faut maintenant déposer une autre, continuer les négociations et tout ça, ça n'empêche pas qu'on continue les négociations, qu'on dépose un autre test, ou que la majorité dépose un test concurrent, je ne sais pas, une initiative parlementaire d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas refuser à des parlementaires que leurs propositions ne soient pas étudiées. Hein? C'est ce que moi j'ai compris dans son... je vois ça comme un cri de détresse plutôt qu'une manœuvre politique en tant que telle. Et il a choisi l'opinion publique pour s'adresser, parce qu'il a beaucoup de moyens pour s'adresser en coulisses. Ils sont même allés en audience chez le chef de l'État. Et le chef de l'État dit également que lui n'est pas favorable à ce test-là, mais que les parlementaires, il les laissent apprécier. C'est ce que le chef de l'État a dit. Et donc, il veut éprouver la posture du chef de l'État en disant à ses collègues, mais écoutez, bon, votre patron a dit que lui vous laisse, comment appelle-t-on, la latitude de faire ce que vous voulez faire de ce test-là. Appelons le test et discutons-en. Moïse Oussoumou, cri de détresse ou manœuvre politique? Non, ça peut être les deux. Mais l'idéal pour moi, pour que ce test aboutisse, c'est que la diplomatie parlementaire soit vraiment mise en place. Parce que vous savez, le compromis, l'amnistie, tout ça fait partie des règles du jeu politique. Les acteurs savent toujours comment ils arrivent à s'entendre quand leurs intérêts sont en jeu des deux côtés. Je pense que ce qu'il faut faire, dès que ça a été fait pendant longtemps, c'est de miser sur le compromis. C'est de trouver les arguments qu'il faut pour amener les autres à s'intéresser à ce cas. Il faut que les démocrates trouvent les arguments conséquents. Oui, que ça soit couronné de succès, parce que pour avoir quelqu'un en prison, surtout pour ces faits-là, ce n'est pas très gai. À un moment donné, même dans plusieurs pays du monde, ça arrive, on arrive à calmer le jeu, à baisser les tensions. Tout ça participe de la décrispation de la vie politique. Ce serait heureux que la représentation nationale donne suite à cette proposition de loi et qu'on soit situé sur ça. Et que même si ça n'aboutissait pas, que les gens... Que l'histoire retienne. Non, je ne parle même pas en termes d'histoire. Que le plaidoyer continue, qu'on insiste jusqu'au dénouement. Parce que c'est capital qu'on mise sur le compromis. Sans le compromis, il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de... Comment dire, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas vraiment d'entente. Parce qu'à un moment donné, mais quand vous êtes adversaire, vous asseyez, vous discutez. Même en temps de guerre, les ennemis s'asseyent et discutent. Donc je pense qu'on peut arriver à ce compromis.
C'est d'y arriver dans ce pays plusieurs fois. On peut encore le faire pour vider ce dossier et passer à autre chose. Et passer à autre chose. J'aimerais quand même faire une observation sur la notion de prisonnier politique. Hein? Si l'infraction, elle est politique, parce que la notion d'infraction politique, elle est juridique. Un coup d'État, c'est une infraction politique. On peut me dire que celui qui a été arrêté dans le cadre d'un coup d'État n'est pas un prisonnier politique. Il est. On peut dire tout ce qu'on veut, il est. Vous connaissez par exemple, on parle de crime passionnel. Celui qui a commis un meurtre crapuleux, il n'a pas la même peine que celui qui a tué parce qu'il est amoureux ou de tout ce genre-là. Et dans le cas d'espèce, on dit que quelqu'un a fait du blanchiment pour payer sa caution pour aller à une élection présidentielle. On peut me dire que ça, c'est pas une infraction politique, c'est un prisonnier politique. Qu'on dise que quelqu'un veut faire du terrorisme, veut assassiner un concurrent politique pour pouvoir avoir le champ libre à la veille d'une élection, on peut me dire que ça là, c'est pas une infraction politique et que celui qui est dans la ligne de la justice pour ça n'est pas un prisonnier politique. Maintenant, si on ne veut pas le libérer, c'est un autre problème. Mais on ne peut pas dire oui, c'est pas politique, c'est crapuleux, la justice a tranché, donc non, ce sont des infractions politiques et c'est des notions de droit. Des infractions dans le champ politique. Oui, une infraction dont la motivation ou l'objet est politique est une infraction politique et celui qui l'a commis, qui entre-temps a été condamné, qui est en prison, est un prisonnier politique. Merci à Rémi Choubadé pour votre opinion. GLK, ma question c'est de savoir, est-ce que pour vous, l'opposition a les moyens d'aboutir, de faire aboutir ce projet politique? Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, souhaiter qu'il puisse s'en offusquer, qu'on ne peut pas, dans le contexte de cette discussion-là, se contenter de clarifier la notion de prisonnier politique de cette façon. Oui, l'acteur qui a commis ou qui aurait commis l'infraction est politique. Il était dans une action politique. On lui a prêté une intention politique. Donc, pour ne prendre que l'exemple de celui à qui ou celle à qui on reproche de vouloir éliminer. Mais l'acte qu'on lui colle est d'abord un acte, si c'était avéré ou si on a vraiment eu les preuves pour la condamner, et d'autres criminels. Et moi, c'est par respect donc pour l'institution judiciaire et par respect pour la loi que quand l'institution qui est habilitée à rendre une décision, je respecte. Et quand je vais donner mon opinion, je dis, il y a ce que vous appelez sur papier, d'accord, une infraction politique, la compréhension que vous en avez, et ce que l'exploitation que l'acteur politique en fait. Autant que nous sommes sur ce plateau, et si vous faites un micro-trottoir par rapport à ça, la compréhension que les acteurs politiques donnent à prisonniers politiques pour demander à ce qu'on les libère, encore que je ne suis pas de dire il ne faut pas libérer les gens, c'est pour dire ceux-là, on les a pris pour des questions d'injustement, il faut les libérer, c'est facile de les libérer, et c'est pourquoi l'appareil judiciaire, quand elle veut intervenir, elle dit non, mais vous dites de libérer, mais il y a des procédures. Nous, on les a condamnés pour des faits et qui ont été rassemblés. Maintenant, c'est de dire, moi j'entends beaucoup plus les gens, je dis les gens peuvent plus facilement avancer cet argument comme le font les opposants, quand la matière est spécifiquement liée à une opinion qui est exprimée. Donc, si vous avez exprimé une opinion politique et qu'on vous arrête pour ça, je trouve encore plus élégant quand j'entends les gens dire « Ah non, ça c'est un prisonnier politique, il faut le libérer. » Mais quand l'acte incriminé est d'ordre criminel et que la justice l'a apprécié comme tel, je pense que, et pour aller dans une réussite de diplomatie politique, laissons tomber, de mon point de vue, affaire de prisonniers politiques. Des gens, c'est dans le contexte des élections, c'est dans le contexte des activités politiques qui ont réuni beaucoup d'acteurs que les gens ont été interpellés, ils ont été arrêtés. Nous sommes convaincus que si ceux-là ont trouvé un mécanisme de droit pour en arriver à la libération, ça va améliorer notre vivre ensemble. Donc, on permet aux... Parlez-nous de cette diplomatie politique. Non, cette diplomatie politique, vous demandez si l'opposition en a les moyens. Oui. Je pense que l'opposition, pour ceux qui l'animent, en ont les moyens. Et ils en ont d'autant plus les moyens que c'est aussi une manière une méthode ou bien une conception naturelle d'un combat, d'une bataille pour arriver à un résultat. Quand
quand vous-même vous avouez vaincu d'avance, vous n'y arrivez pas. Les députés, les démocrates, ne sont pas que 28 personnes. Ce sont 28, en tout cas pour la plupart. Il y a des jeunes que je ne connaissais pas en politique du temps qui sont venus. Mais il y en a beaucoup qui étaient des acteurs politiques, qui ont fait des expériences, qui savent comment on aborde ces questions-là en coulisses. Donc je pense qu'ils peuvent y arriver. S'ils l'ont déposé, c'est qu'ils y ont foi. S'ils ont échoué entre-temps pour faire passer ça, c'est qu'ils ont analysé les méthodes utilisées. Ils savent comment faire maintenant. Ceux qui sont en face les députés de la majorité présidentielle ne sont pas tous nés acteurs politiques avec le parti auquel ils appartiennent aujourd'hui. Ils ont été dans d'autres partis politiques avec ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Les perspectives politiques à venir, peut-être que les gens vont encore se mettre ensemble. Vous savez comment ça se passe chez nous. L'essentiel, c'est que quand ils s'entendent, qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Et c'est pourquoi j'interrogeais le fait qu'ils aient laissé ça pendant un temps. Non, il n'y a pas un délai qui est donné à la commission des lois. On n'a pas besoin d'attendre la commission des lois pendant 1 an. Si quelque chose vous préoccupe, il faut continuer à en parler. Et le fait de prendre l'opinion publique à témoin, selon moi, ne signifie pas forcément que de l'autre côté, ils savent que ça ne peut pas marcher. Non. C'est des acteurs politiques. Et un acteur politique, c'est rarement que vous lui demandez de faire tout en catimini. Il le fait, il a envie de recueillir les dividendes politiques après, auprès du peuple, pour savoir que, bon, il ne dit pas directement qu'il a parlé avec les gens. Mais voilà, je reçois ça encore, observez-les. S'ils sont sincères, ils vont pouvoir être avec nous. C'est comme ça que je comprends ça. Et je prie pour que ça puisse aboutir, mais suivant les méthodes, le couloir juridique, légal qu'il faut. Parce que quand les acteurs politiques s'entendent et qu'ils ne mettent ça pas après dans le tunnel de la loi et jusqu'au bout, ça donne ce dont on a discuté dans le premier sujet, où mon ami d'en face peut aller se mettre dans le bunker des textes que lui-même décrète inachevés. On ne doit pas faire. La seule personne à convaincre aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Parce qu'à plusieurs reprises, il s'est opposé à cela. Et quand on voit la fidélité des siens par rapport à sa personne, je pense que c'est d'abord lui qu'il faut convaincre. Il faut arriver à lui faire comprendre que ce serait utile qu'on puisse libérer ces gens-là. Pas seulement les deux, mais tous ceux qui se retrouvent, disons, pris dans cet écheveau-là, qu'on puisse les libérer puis qu'on passe à autre chose. Ça, c'est tant qu'on ne fait pas ça, même si... Vous pensez que la proposition actuellement, on doit encore l'élargir? On doit prendre en compte certaines autres personnes récemment incarcérées. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y a plein d'autres personnes. Je ne sais pas si il y en a beaucoup. Récemment, parce que ça a déjà été, ça a connu un premier échec. Il y a la commission des lois qui l'a rejeté en janvier 2024. Donc, si on l'a réintroduit à nouveau, c'est qu'on prend les gages nécessaires pour que cette fois-ci ça aboutisse. Mais si on n'a rien fait en amont et qu'on dépose comme ça, je crains que ça ne puisse pas prospérer. Mais pour vous, quels sont les canevas possibles pour faire fléchir Patrice Talon? Il faut aller vers lui. Il faut trouver peut-être les personnes qui puissent lui parler pour qu'il puisse l'écouter. Pour moi, c'est lui la principale personne à convaincre. S'il est convaincu, je pense que les autres vont suivre le mouvement. Donc, vous pensez que les députés de la mouvance présidentielle ne peuvent rien faire sans son approbation? Je crains que non. Vous craignez que non. Merci à vous, Moïse Dossou. Non, ça va. Prends la parole. Il a arraché la parole lui-même directement plusieurs fois. Alors vous voulez vous adresser à moi et vous l'avez. Je vois toutes les peines que mon ami fait pour se mettre dans mon champ d'action. Ça me gêne pas. Allez-y rapidement. Il y a les délits d'opinion, il y a les infractions politiques. Ça, c'est de droit. C'est pas... Oui, les infractions politiques... Non, il a pris tout son temps pour expliquer. Ça, quand même, je n'ai pas compris. Mais en une fois, il lui dit les infractions politiques existent. Et vous pouvez avoir une capacité de comprendre aussi. C'est de savoir comment faire fléchir Patrice Talon au regard de l'argumentaire. Non, ça, c'est pas une question à un journaliste. Moi, il parle de faits. Les faits, c'est qu'en 2019, je ne sais pas s'ils sont allés lui faire les génuflexions avant qu'il ne... Enfin, son parlement de type nord-coréen ne vote... Mais l'initiative n'était pas du même camp. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'opposants dans le parlement. En 2019, ils ont voté la loi d'amnistie sans problème. Est-ce que toute initiative de loi d'amnistie doit passer? Non, mais il a dit qu'il a dit ça publiquement. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas retourner le voir? Il a dit... Moi, je ne comprends pas mal de faire. Il a dit, il n'a pas dit. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord? Il a dit, celui qui a dit. Comment est-ce que la personne humaine? Merci à vous.